Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation et d'inégalité. On a commencé en fait à traiter du problème la dernière fois. On va revenir un peu à ce qu'on a fait la dernière fois d'ailleurs. Et donc c'est de ça que je vais parler, de changement technique, plus généralement, ou de l'innovation, et de la relation avec inégalité, d'accord, et la relation avec mobilité sociale. En fait, si vous voulez, pour motiver un petit peu, il y a deux types, enfin, on peut regarder des évolutions historiques de mesures d'inégalité. Il y a plein de mesures d'inégalité, on va revenir, on va prendre quelques mesures que je vais considérer, mais on peut regarder l'évolution à long terme ça, c'est la prime salariale aux études universitaires, c'est-à-dire que on regarde le ratio entre le salaire moyen de quelqu'un qui a fait des études universitaires. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'on peut dire il a fait des études universitaires au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle, on fait la moyenne, c'est fait de manière très grossière, mais on peut regarder plus en détail. Et donc, par rapport au salaire de ceux qui n'ont pas dépassé le baccalauréat, si vous voulez, l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis. Donc, et on voit qu'en gros, il n'y a pas vraiment entre disons, la fin de la guerre et disons, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Vous voyez, c'est cette courbe-là, elle monte, elle descend, mais on ne voit pas vraiment d'augmentation en moyenne, vous voyez. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse sensible à partir du début des années 70 jusqu'à les années 80. Et là, alors, on prend l'ascenseur et on monte beaucoup. Voilà. Et en fait, là, ça baisse, mais ça remonte. Ça fait en fait comme ça, vous voyez, si on devait continuer. Puisque là, je m'arrête en 96, mais en fait, maintenant, on peut aller jusqu'à maintenant, et ça fait à peu près ça, quoi. Ça monte un petit peu moins vite que là, mais ça monte comme ça. Donc, en fait, essentiellement depuis 1980, ce qu'on appelle en anglais le skill premium, c'est-à-dire disons l'avantage qu'il y a, l'avantage de salaire moyen à avoir poursuivi des études universitaires par rapport à celui qui s'arrête à la fin du secondaire, eh bien ce premium a augmenté très sensiblement en 1980, après avoir baissé entre 70 et 80. Donc ça c'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que si on regarde l'offre relative de travail qualifié, c'est-à-dire l'offre relative de force de travail au niveau d'études universitaires par rapport à l'offre de travail de personnes qui n'ont suivi que des études jusqu'au secondaire, on voit que l'offre a augmenté. Donc vous voyez, ce qui est assez curieux, c'est que en fait, on devrait, un raisonnement très primitif, s'il devrait dire, tiens, mais là, comme l'offre relative de travailleurs ayant suivi des études universitaires a augmenté, la rareté de ces travailleurs a baissé, et donc comme la rareté de ces travailleurs a baissé, normalement le premium devrait baisser, vous voyez, puisque le premium, il traduit quand même une rareté. Mais on vous dit d'un côté, voilà, il y a augmentation de l'offre continuelle de l'offre relative de travail qualifié, et malgré ça, le premium se met à augmenter très très fort. Donc, quelque part, c'est que la demande de travail qualifié a augmenté beaucoup plus vite que l'offre de travail qualifié. Donc, on va revenir là-dessus, mais ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut garder à l'esprit. Et donc là, il y a une énigme à nouveau. Vous savez que j'aime bien les énigmes, moi. D'ailleurs, je commence à m'enlever mes vêtements, mais je m'arrête là. Donc, vous voyez, donc voilà, là c'est une énigme, c'est quelque chose qu'on va comprendre, on va essayer de l'expliquer. Évidemment, comme d'habitude, il y a plusieurs types d'explications et on va un peu les comparer et un petit peu parler de ça. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est on regarde une autre mesure d'inégalité qui est la part des revenus qui sont gagnés par le top 1%, c'est-à-dire qu'on prend la personne qui gagne le plus, et puis ensuite on prend la personne qui gagne juste en dessous, et puis on descend jusqu'à ce qu'on ait 1% de la population de ceux qui gagnent le plus. Et on regarde la part totale du revenu que représente ce top 1%. Voilà. Et on voit qu'également, eh bien, le top 1% ou même le top 0,1% aux États-Unis, eh bien, la part du revenu de ces gens-là a augmenté depuis les années 90. Ce n'est pas la même mesure d'inégalité. Là, on regarde comme une inégalité assez globale entre qualifiés et non qualifiés, tandis que là, on est vraiment au top de la distribution et on voit que là aussi, cette mesure d'inégalité-là, la part des revenus a augmenté voyez, depuis les années 80. Donc, on va essayer d'expliquer ça. Et tout le problème qu'on a, c'est qu'à nouveau ici, on n'est pas d'accord sur l'explication. Et en fait, je pense qu'en fait, je ne vois pas l'explication des autres. Moi, j'ai la mienne, mais je ne vois pas celle des autres. Peut-être qu'elle existe, mais moi, je ne la vois pas bien. Voilà. On en discutera de tout ça. Hein, voilà.
donc voilà, ça c'est des questions. Et donc l'idée c'est comment expliquer l'évolution récente de ces mesures d'inégalité et y a-t-il un lien avec l'innovation? Et moi ce que je vais essayer d'expliquer c'est qu'il y a en tout cas un lien avec l'innovation dans l'évolution de ces deux mesures, que l'innovation vous donne en tout cas une raison pour laquelle il y a eu augmentation des inégalités. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison et on ne peut pas l'ignorer. Voilà. Donc c'est un petit peu, puisque c'est un cours sur l'innovation, moi ce que je vais dire, j'arrive, il y a tout un débat en général sur l'inégalité, mais moi ce que je veux dire c'est que regarder ce débat en faisant abstraction de l'innovation, c'est manquer quelque chose d'important. Voilà. Donc je voudrais, avant de démarrer sur le contenu, je voudrais quand même commencer par vous dire que quand on parle d'inégalité, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Il y a plusieurs mesures d'inégalité. Il y a ce que j'appelle des mesures d'inégalité globale, c'est-à-dire des mesures, par exemple, le skill premium, c'est, disons, le ratio du salaire des gens qui ont suivi des études universitaires sur les gens qui n'en ont pas suivi. Il y a ce qu'on appelle le Gini, qui est une mesure d'écart à l'égalité parfaite, vous voyez. Donc ça, c'est une mesure assez globale, voilà. Il y a également, par exemple, le ratio, par exemple, en moyenne, les 25% qui gagnent le plus par rapport aux 25% qui gagnent le moins. Ça, c'est une mesure plus globale. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport au top 1%, qui lui est une mesure quand même tout en haut de la distribution. Vous voyez, donc il faut savoir de quelle inégalité on parle. Est-ce que vous parlez de mesures globales d'inégalité ou est-ce que vous parlez disons, d'une mesure top 1% ou top 0,1%? Et ce n'est pas la même chose. Et très souvent, vous voyez dans les journaux, on dit l'inégalité, il faut savoir de quelle inégalité on parle. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans 2 heures, vous serez capable d'expliquer à M. Réverchon du Monde ou à M. Machin qu'il n'y comprend rien du tout, quoi, et qu'il doit essayer d'être beaucoup plus précis sur ce qu'il veut dire quand il parle d'inégalité ou d'autres journalistes qui écoutent et qui n'ont pas l'esprit critique nécessaire pour essayer de se poser des questions de base, pour essayer de comprendre, voilà, mesure globale, mesure tout en haut, etc. Alors, il y a une troisième type de mesure qui est la mobilité sociale, et ça, c'est un autre type de mesure d'inégalité, qui est de dire, voilà, ce qui compte, ce n'est pas juste l'inégalité à un moment donné, c'est est-ce qu'on a les mêmes chances, c'est l'égalité des chances. C'est est-ce que mes chances d'y arriver vont dépendre ou non de mes origines sociales? On a commencé à en parler la dernière fois. C'est est-ce que mes revenus vont être très corrélés avec les revenus de mes parents? Est-ce que mes revenus quand j'aurai 50 ans ont beaucoup à voir avec mes revenus quand j'en ai 20? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des mesures de mobilité. Et donc, ça, c'est une autre mesure d'inégalité. C'est-à-dire que quand j'ai de la mobilité, et finalement, pour beaucoup de gens, on dit ce qui compte, c'est que tout le monde ait une chance d'y arriver, que tout le monde puisse rebondir. Et peut-être qu'on n'est pas égaux à un moment donné, si on prend une photographie, mais ce qui compte, c'est de savoir d'une manière dynamique. Donc moi, je vais regarder un peu toutes ces mesures-là, d'accord? Et en tout cas, voilà. Donc je commence par regarder, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très grossier que j'avais montré l'an dernier, que je vais remontrer cette année. C'est une relation qu'il y a entre inégalité de revenus au sens large, la mesure Gini, j'ai pris là, où on peut prendre des mesures autres mesures globales, et la mobilité sociale. Et alors, quand je vais dans l'axe des Y, c'est en général moins de mobilité. Là c'est ce que je mesure, là, c'est moins. Quand je monte, c'est que j'ai moins de mobilité. C'est-à-dire que le revenu des enfants dépend plus des revenus des parents. Voilà. On utilise le mot élasticité, qui est un mot de jargon épouvantable. Et enfin, voilà. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une corrélation si on met les pays, vous voyez, différents pays. Alors, ici, vous avez des pays où la mesure globale d'inégalité est assez faible et où la mobilité est assez large. Vous trouvez la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark. Vous trouvez à peu près les pays auxquels vous vous attendez. Hein. Ensuite, vous allez trouver les pays rénans. J'ai mis l'Allemagne là, mais vous auriez tout près les Pays-Bas. Vous voyez, les pays rénans sont juste après. Peut-être que j'ai tort sur les pays rénans, mais je parierais que les pays rénans sont là. Le Canada est assez proche, en fait, des pays rénans. Le Canada est assez... Ce qui est très surprenant, c'est que nous, on est mal placés, là. Vous voyez, on a une faible mobilité, et on a un niveau d'inégalité de Gini assez large. Ce qui est assez curieux, puisque nous avons un système avec beaucoup d'impôts, et on aurait pu penser que l'impôt aurait réussi à corriger.
mais en fait, on est quand même en haut. Mais évidemment, il y a pire que nous, il y a les États-Unis et le Royaume-Uni. Et voilà, qui eux sont beaucoup plus loin. Et puis alors le Brésil, on part là. Après, il y a d'autres pays. La Russie d'aujourd'hui, à mon avis, elle est complètement partie. Voilà. Donc voilà. Et c'est assez intéressant parce qu'on a cette courbe, on a cette espèce de relation, si vous voulez, qu'on appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. Voilà. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ça s'appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. Ne demandez pas. Je ne sais pas pourquoi. Je devrais savoir, mais je ne sais pas. Alors on pourrait dire, mais ça c'est pas joli, vous mettez des pays, c'est vraiment, les pays peuvent avoir des raisons qui tiennent à ce qu'ils sont, d'être là où ils sont, qui ont très peu à voir avec la relation entre mobilité sociale et inégalité. Alors ce que je peux vous montrer maintenant, c'est une relation entre mobilité sociale et inégalité, ici mesurée par le ratio de ce que gagnent les 25% les plus riches et par rapport aux 25% les plus pauvres. Mais j'aurais pu prendre une mesure plus large, les 40% les plus riches et les 40% les plus pauvres. Et là, je mesure la mobilité sociale dans le sens de l'axe vertical. Et là, c'est une étude qui est faite sur données locales américaines. C'est-à-dire, il y a des co-auteurs qui s'appellent Chetty, Raj Chetty, qui était à Harvard et qui maintenant est à Stanford, et des co-auteurs à lui, Saez en fait partie de cette équipe. Et eux, ils ont regardé la mobilité sociale, mais en découpant les États-Unis en localités, c'est-à-dire en municipalités. Donc, ils ont un niveau très, très fin. Donc, ils ont plein d'observations et ils peuvent regarder, ils regardent chaque municipalité entre 96 et 2000, ils prennent les parents et après, ils peuvent lier ça aux enfants et ils peuvent regarder le revenu des enfants quand les enfants ont 30 ans. Donc, au début, ils regardent le revenu des parents quand les enfants ont 15 ans. Et puis après, ils suivent les enfants, et quand ils ont 25 ans, ils regardent le revenu des enfants. Et c'est comme ça qu'ils voient si le revenu des enfants et des parents est très relié, il y a peu de mobilité. Si le revenu des parents et des enfants est très corrélé, et peu corrélé, il y a beaucoup de mobilité. D'accord? Et ils montrent en fait que, pareil, ils réobtiennent la courbe de Gatsby le Magnifique, c'est-à-dire dans les endroits où il y a plus de mobilité vers le haut, on a plus de chances d'avoir un haut revenu quand les parents ont un bas revenu, eh bien, dans ces endroits-là, c'est les endroits dans lesquels il y a moins d'inégalités au sens large. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on réobtient la courbe de Gatsby Magnifique, ils réobtiennent ça, c'est des corrélations, c'est pas mais c'est très intéressant, à un niveau beaucoup plus fin, avec beaucoup plus d'observations, et donc, évidemment, d'un point de vue économétrique, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant, et puis c'est un pays homogène, on peut dire, avant on pouvait dire la Suède est très différente d'un autre pays, mais là on est quand même aux États-Unis, et c'est quand même un pays beaucoup plus homogène, où ces considérations disparaissent en partie. Donc ça, c'est très intéressant. Mais alors là où je vais revenir à mon point, c'est que maintenant, je vais vous montrer ici la même chose, mais au lieu d'avoir le ratio des 25% les plus riches sur les 25% les plus pauvres ou des 40% les plus riches sur les 40%, je regarde la part de revenus touchés par le top 1%. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation positive entre, et là c'est très intéressant, c'est très surprenant, c'est que là j'ai le contraire d'une courbe de Gatsby le Magnifique. C'est-à-dire les endroits aux États-Unis où il y a le plus de mobilité sociale, c'est les endroits également où la part du top 1% est la plus élevée. Alors, il n'y a pas de causalité, mais c'est très intéressant qu'il y a cette chose. Ça vous montre bien que ce n'est pas la même chose, la part du top 1% et des mesures plus globales d'inégalité. Elles sont reliées à la mobilité sociale différemment. Et par exemple, typiquement, la Californie, le Massachusetts, le Connecticut, ça, c'est des endroits où il y a beaucoup d'innovation. En fait, c'est des endroits où vous allez avoir beaucoup de mobilité sociale et également et une part du top 1% qui est plus grande. Et on va comprendre pourquoi dans un moment. Alors que la Louisiane et les États qui étaient avant esclavagistes, ou les États du Sud, ont tendance à avoir moins de mobilité, mais également, comme ils sont moins innovants, on va voir, la part du top 1% est moins grande. Vous voyez, c'est intéressant, c'est plutôt assez paradoxal, mais là, on voit que si on regarde la relation entre mobilité et part du top 1%, on ne retrouve plus l'équivalent de la courbe de Gatsby le Magnifique. Voilà. Donc c'est simplement pour vous dire, quand vous parlez d'inégalité, si quelqu'un vous parle d'inégalité, tout de suite vous l'interrompez et vous dites, mon coco, de quelle inégalité tu parles, quoi? Tu vois, soyons précis, de quoi parles-tu, quoi? D'accord? Voilà. Donc je crois que c'est très important. Il ne faut pas que j'oublie, parce que quand il y aura l'interruption, j'aimerais vous parler du prix Nobel d'hier. Ça ne vous embête pas? D'accord. Parce qu'en fait, je n'y suis pas pour rien. Bon, je vous dirai tout ça après. Bon. Je vous raconterai tout ça après. Tout ça est filmé, alors c'est terrible. Bon, alors...
Alors, le plan de ma présentation va être en 3 parties. En fait, il y en aura une 4e qui sera un peu une conclusion, que je ne mets pas là, parce que sinon je vais vous décourager si je mets trop de parties. Je vais commencer par regarder l'augmentation du skill premium. C'est-à-dire que je vais d'abord regarder cette courbe. Je vais d'abord expliquer cette énigme-là. D'accord? Ça va être la première partie du cours. D'accord? Et puis, alors après, je vais je vais essayer de voir si l'innovation explique cette évolution-là. Vous voyez? Je m'intéresse, et je vais voir le lien avec l'innovation de ça. D'accord? Donc ça va être la 2e partie, et je vais aussi montrer que l'innovation est reliée à la mobilité sociale. Donc ça, c'est ce que je vais montrer. Et alors la 3e partie, je vais regarder la relation. En fait, il y a eu une augmentation d'inégalités, non seulement entre, si on peut regarder à l'intérieur, si vous voulez, on peut regarder les inégalités de salaire au sein d'une entreprise. On peut introduire l'entreprise dans l'analyse. Et on peut dire, voilà, au sein des entreprises, il y a pu avoir une augmentation des inégalités. Mais il y a aussi une augmentation des inégalités entre entreprises. Et en fait, il y a eu une étude récente par Bloom et co-auteurs qui ont montré que c'est surtout entre entreprises que les inégalités de salaire ont augmenté. Les entreprises qui payent en moyenne mieux que d'autres. Et de plus en plus. On va montrer que c'est lié à l'innovation. Voilà. Et eux ont montré que l'augmentation des inégalités de salaire était davantage entre entreprises qu'au sein d'une entreprise. Mais nous, ce que nous faisons, et là c'est vraiment une recherche que nous sommes en train de faire, donc là c'est même encore dans le four, c'est même pas sorti du four, si vous allez prendre les feuilles, vous brûlez là, on montre que c'est lié à l'innovation, voilà. Et on va avoir une autre énigme dans cette énigme, d'accord? Donc on passe toujours avec des énigmes ici, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Alors je commence par la première partie. Je veux comprendre l'augmentation du skill premium. En fait, ce qu'on veut comprendre, c'est 2 choses. Pourquoi le skill premium s'est mis à dégringoler entre 70 et 79 aux États-Unis, et pourquoi tout d'un coup on a pris l'ascenseur et on est monté beaucoup plus haut et on est comme ça maintenant. C'est ça que je veux essayer de comprendre. D'accord? Alors en fait, il y a la chose, si vous voulez, donc l'énigme, c'est pourquoi le ratio entre salaire des diplômés universitaires et salaire de ceux qui n'ont fait que des études secondaires a augmenté, alors que l'offre de travail qualifié relativement au travail non qualifié a également augmenté. On aurait pu, voilà, comment est-ce possible? Alors là, il y a différentes hypothèses et je vais les soulever l'une à l'autre. Donc je vais essayer déjà de comprendre la partie augmentation, d'accord? Alors il y a différentes hypothèses et j'y vais petit à petit. Alors une première hypothèse, c'était de dire, ben oui, c'est la mondialisation qui a fait ça. Et ça a été, en fait, elle joue un rôle de plus en plus important. Mais dès qu'on a observé cette évolution, les gens ont dit tout de suite, c'est la mondialisation, c'est le commerce. Donc on a dit, aux États-Unis, c'est la libéralisation du commerce. Et le raisonnement était le suivant. Le raisonnement était basé sur la théorie du commerce international. Alors je ne vais pas vous embêter. Disons, les grands noms, c'est Heckscher et Olin. Et l'idée, c'est la suivante. C'est que chaque pays se spécialise dans la production de biens pour lesquels, disons, qui nécessitent des facteurs de production qu'il a en abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque pays va se spécialiser dans la production de biens parce que c'est ce qui sera le moins cher, évidemment. Hein, si j'ai beaucoup de forces de travail non qualifiées, je vais me spécialiser dans la production de biens qui requiert de manière intensive du travail non qualifié. Vous comprenez? Parce que c'est moins cher. Si j'ai beaucoup d'offres de travail qualifiées, je vais me spécialiser dans la production de biens, et c'est comme ça. Et le commerce international vient du fait que les différents pays du monde ne sont pas dotés de la même manière de travail qualifié, de travail non qualifié, de capital, de ceci, de cela. D'accord? C'est ça c'est la théorie du commerce de Heckscher-Olin. D'accord? Et donc l'idée, c'est de dire, ben voilà, vous êtes les États-Unis, tout d'un coup, vous ouvrez le jeu, il y a la mondialisation, hein, tout le monde peut rentrer dans l'OM, hein, l'Organisation mondiale du commerce, là, et qu'est-ce qui se passe? La Chine rentre, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si on croit dans cette théorie, les États-Unis vont se spécialiser dans la production de biens qui requièrent de manière intensive du travail qualifié, puisque les États-Unis ont davantage de travailleurs qualifiés que la Chine, et la Chine va se spécialiser dans les biens non qualifiés. Donc ce qui devrait se passer, c'est que les États-Unis vont importer des biens
qui requièrent du travail non qualifié, ce qui va faire la concurrence au travail non qualifié aux États-Unis. Ça va pousser à la baisse les salaires réels des travails non qualifiés aux États-Unis, mais au contraire, les États-Unis vont se spécialiser et vont produire pour le monde entier des biens qui requièrent du travail qualifié. Donc il va y avoir une demande pour ces biens qui augmente, et du coup, ça fait que ça va augmenter la demande de travail qualifié aux États-Unis, et donc le salaire réel des travailleurs qualifiés va augmenter. Et du coup, les deux conduisent à une augmentation du skill premium. Vous voyez, c'est une théorie très simple. Le problème avec cette théorie, c'est que maintenant, elle joue un rôle de plus en plus important, cet aspect-là joue un rôle de plus en plus important, mais au moment où elle avait été mise en avant, là, Krugman, qui là dit des choses très raisonnables, il dit, c'était à l'époque, maintenant évidemment, les échanges des États-Unis avec les pays hors OCDE représentent beaucoup plus que 2% du PIB des États-Unis, mais à l'époque où cette théorie avait été mise en avant, eh bien, les échanges des États-Unis avec les pays en dehors de l'OCDE ne représentaient, j'aurais dû dire, ne représentent que 2% du PIB à l'époque, et donc Krugman disait, comment c'est possible que disons, quelque chose qui représente si peu puisse avoir un tel impact sur l'évolution, sur le salaire réel des travailleurs qualifiés par rapport aux travailleurs non qualifiés aux États-Unis, d'accord? Donc ça, c'était la deuxième. L'autre chose, c'est que si on croyait dans cette théorie, je veux surtout regarder le troisième point, si on croit dans cette théorie, eh bien, on aurait vu essentiellement que les secteurs qui sont concurrencés directement par les secteurs chinois, par exemple, eh bien, baisseraient leur production. Et donc, les travailleurs se réalloueraient de ces secteurs vers les secteurs qui ne sont pas directement en concurrence avec les secteurs chinois. Donc, en fait, vous auriez vu qu'essentiellement, la réallocation de travail non qualifié, ça serait venant des secteurs, si vous voulez, qui utilisent de manière intensive le travail non qualifié, vers les secteurs, et qui sont donc en concurrence avec la Chine, vers des secteurs où, vous voyez, qui ne sont pas en concurrence avec la Chine parce qu'ils reposent sur du travail qualifié. Or, en fait, il se trouve que dans tous les secteurs, qu'ils soient concurrencés ou pas, on a vu une augmentation de la demande relative pour le travail qualifié et une augmentation des salaires relatifs des travailleurs qualifiés, quel que le secteur soit concurrencé ou pas concurrencé. Donc, il y a eu des mouvements, effectivement, de force de travail, mais ça représente très, très peu. En fait, ça a été un mouvement intra-firme et pas inter-firme, intra-secteur et pas intersecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi les firmes se sont mis à demander toutes plus de travail qualifié. Donc, vous voyez, la théorie du commerce international seule, là, je sens que j'ai du mal là, avec le... ça va? Je voulais que je parle... Bon. Et donc, que j'ai plus de... et donc, on veut essayer de comprendre pourquoi, que les secteurs soient concurrencés ou pas, ils ont augmenté leur demande pour le travail qualifié. Alors, donc ça, vous voyez comment tout de suite, on arrive, on dit, tiens, ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour la mondialisation, mais ça ne peut pas être l'explication principale, la plus fondamentale. Voilà. Alors, il y a une autre explication, c'est la désyndicalisation. Ce qu'on a vu, c'est qu'en Grande-Bretagne, avec Thatcher, et aux États-Unis avec Reagan, on a vu une baisse d'influence des syndicats. Or, en fait, on peut montrer, on le sait, les syndicats, c'est une force de compression des salaires dans l'entreprise. Parce qu'en général, les syndicats font de la négociation collective, ils négocient sur des grilles, et en général, il y a comme par exemple Freeman, qui était à Harvard, l'a montré, la syndicalisation est positivement corrélée avec la compression des salaires. Donc évidemment, à ce moment-là, on dit, c'est très simple, avec Reagan et Thatcher, les syndicats perdent en influence, et du coup, c'était normal qu'il y ait moins de compression des salaires, et donc augmentation des inégalités de salaire. Le problème, c'est qu'il y a un problème de timing. Alors, ça peut être un facteur aggravant, mais ça ne peut pas être le facteur ultime. Parce qu'en Grande-Bretagne, la hausse des inégalités de salaire, la hausse du skill premium a commencé à partir du milieu des années 70. Or, la part des travailleurs syndiqués augmente jusqu'aux années 80. Il faut un certain temps à Mme Thatcher pour réduire l'influence des syndicats. Elle arrive en 78, hein. Voilà. Donc, il y a un problème de timing. Ça ne peut pas être ça, puisque déjà, on voit l'augmentation du skill premium avant que débute la désyndicalisation en Grande-Bretagne. Et aux États-Unis, c'est le contraire. Vous avez la désyndicalisation dès les années 50. Or, les inégalités salariales restent relativement stables et même baissent. Et elles ne commencent à vraiment augmenter qu'en 1980. Donc vous comprenez, ça ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un facteur aggravant, que la désyndication ne soit pas un facteur qui augmente l'inégalité de salaire, mais ça ne peut pas être la raison première. Alors la troisième explication, c'est le progrès technique biaisé vers la qualification. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien, on a vu que dans toutes les entreprises, eh bien, elles ont fait du progrès technique qui ont valorisé le travail qualifié. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont introduit des ordinateurs et ils sont mis à dépenser en R&D. Et tout ça, Grillikes et deux co-auteurs ont montré que c'était très corrélé avec l'augmentation de la demande de travail relative, pour le travail qualifié. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les entreprises, eh bien, surtout celles qui font de la R&D et celles qui installent des équipements informatiques, eh bien, il y a tout d'un coup de la demande de travail qualifié. Et partout, il y a eu ce besoin-là, d'accord ? Et en fait, Murphy et Welch montrent bien que la part des travailleurs ayant un diplôme universitaire a augmenté dans tous les secteurs, qu'ils soient ou non soumis à une concurrence avec la Chine ou d'autres pays émergents. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu accélération. Et là, il y a différents types d'explications. Alors maintenant, moi, je vais revenir à mon énigme. Et je veux comprendre à la fois ça et ça. Alors là, on peut dire, il y a eu un phénomène aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord en 70 ? Si vous étiez moins nombreux, j'aurais demandé que les gens répondent et jouer au jeu des devinettes, mais quand on est 400, c'est un petit peu difficile de faire le jeu des devinettes. Donc je vais faire comme si je vais le faire fictivement. Qu'est-ce qui s'est passé en 1970 ? Il y a l'arrivée des enfants du baby-boom. Vous voyez, il y a le baby-boom en 1945, et ces gens-là, ils ont 25 ans en 70, en 71, ils arrivent sur le marché du travail, et en fait, ils sont en général plus qualifiés. Pourquoi sont-ils plus qualifiés que les générations précédentes? Eh bien, parce que d'abord, aux États-Unis, les vétérans, on a dit, voilà, pour récompenser ceux qui ont fait la guerre, on va offrir l'éducation gratuite à leurs enfants. Donc, il y a eu un mouvement de scolarisation des enfants voilà, ça joue un rôle très important. Il y a le fait aussi que quand on est en guerre, on tend à être plus socialisé. Vous voyez, la guerre est un effet, on devient presque une économie soviétique en période de guerre. Vous voyez, tout le monde là, et ça devient, voilà, c'est un élément où on dit l'éducation, etc. En tout cas, ça pousse au service public beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant, cette génération de baby-boom est plus qualifiée que leurs prédécesseurs. Ils arrivent en masse sur le marché du travail. Donc évidemment, l'effet immédiat, c'est de réduire la rareté du travail qualifié. Et donc, ce n'est pas surprenant que le skill premium se mette à baisser initialement. Mais ce qui est plus surprenant, c'est pourquoi il se met à augmenter à partir de l'année 80. Et là, il y a deux types d'explications que je voudrais avancer. Une explication, c'est l'explication qu'il y a eu, voilà, la taille de marché. C'est Acemoglu qui vient avec une explication que je trouve moyennement convaincante, mais ça a aidé à développer un modèle que moi j'ai utilisé après, avec lui d'ailleurs, pour parler de climat. Je pense que le modèle est beaucoup plus utile pour parler de climat que pour parler de travail qualifié. Mais enfin, on essaye un modèle sur un truc, des fois ça marche mieux ailleurs. L'histoire d'Acemoglu était la suivante, c'est de dire, voilà, vous avez l'arrivée du baby-boom, vous avez tous ces travailleurs qualifiés. Du coup, ça va influencer la direction du progrès technique. C'est-à-dire que si moi je dois créer une nouvelle machine, comme je sais que j'ai tous ces travailleurs qualifiés, j'ai le choix entre innover sur des machines qui travaillent avec des travailleurs qualifiés ou sur des machines qui opèrent avec des travailleurs non qualifiés. Je vais innover dans des machines qui opèrent avec des travailleurs qualifiés parce que la demande de telle machine va être plus grande puisque j'ai un marché qui grandit plus de ce côté-là. C'est l'effet de taille de marché, d'accord? Et donc, son idée, c'est de dire, évidemment, l'effet à court terme du baby-boom, c'est qu'on baisse le skill premium, mais l'effet à court terme, je veux dire, mais l'effet à long terme, c'est que ça va biaiser le changement technique vers la création de nouvelles machines plus productives qui travaillent avec des travailleurs qualifiés. Donc, ces machines vont augmenter leur productivité. Et comme elles augmentent leur productivité, elles vont augmenter leur salaire. Et c'est ça qui cause l'augmentation ultérieure du salaire relatif des travailleurs qualifiés. Cet effet d'innovation induite, dirigé vers le travail qualifié, l'emporte sur l'effet de rareté initiale. Voilà. Ça, c'est l'explication d'Acemoglu. Il y a une autre explication que moi j'aime bien, qui est à ma préférence, c'est l'explication en termes de vagues technologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vague technologique? Eh bien, des vagues technologiques, c'est des technologies qu'on appelle génériques, qui se diffusent à l'ensemble de l'économie. Par exemple, la machine à vapeur a été une vague technologique, puisque tout le monde a utilisé des machines à vapeur, d'accord? Ensuite, il y a eu l'électricité. Ça a créé les chaînes de montage aux États-Unis. Tout a marché à l'électricité. Ça a été une autre, et l'Internet en est une autre, d'accord? Et ce qui est très intéressant,
c'est que il y a ce qu'on appelle une diffusion en courbe logistique. Et c'est-à-dire qu'en gros, voilà, il y a l'invention de l'électricité. Edison, je vous en ai parlé la dernière fois. Pendant un certain temps, il ne se passe rien du tout, quoi. Ça reste dans un laboratoire ou dans un garage. Et puis tout d'un coup, ça prend. C'est comme une maladie. Et alors, vous voyez, ça s'accélère là. Vous voyez la diffusion. Ça, c'est la part électrique des chevaux vapeur. Donc, c'est vraiment, ça mesure le taux de diffusion. Il y a de plus en plus de secteurs vont adopter l'électricité. De plus en plus de chevaux vapeur vont se mettre à l'électricité, vont être générés par l'électricité. Et après, ça fait comme ça, vous voyez. Donc, vous avez vraiment une technologie générique. Si je pouvais la plus généralement la dessiner, mais je n'ai pas de craie là. Est-ce que j'ai de la craie? J'ai de la craie? Non, je n'ai pas de craie. Est-ce que j'ai pas de... j'ai de la craie? Je ne sais plus. Non, je ne sais pas, je ne trouve pas. Mais si j'avais de la craie, j'aurais pu vous le dessiner. Mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas. C'est pas grave. Donc, vous voyez, mais ce qui est très intéressant, c'est que... Si, j'ai de la craie. Attendez, ici, non, c'est pas de la craie, ça. J'ai parlé trop vite. J'ai de la craie. Voilà. J'ai eu la langue fourchue, là. Je remue ma langue. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, vous représentez comme ça. Vous avez le temps. Hein, ça, c'est les années qui passent, hein, le temps qui passe. Et ça, c'est la proportion de secteurs qui utilisent la nouvelle technologie. La proportion de secteurs de l'économie qui utilisent la nouvelle technologie. Qui utilisent la nouvelle technologie générique. Et en gros, ça fait une forme... au début, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, vous voyez, ça s'accélère comme ça. Et après, ça se restreint. Et vous voyez que dans cette partie-là, là, il va y avoir une demande énorme pour du travail qualifié. Vous comprenez? Il y a une accélération de la demande pour du travail qualifié. Donc c'est vrai qu'il y a augmentation de l'offre relative de travail qualifié, mais l'offre ne suit plus la demande. Il y a un emballement de la demande. Il y a un moment où la demande, vous voyez, c'est toujours une course entre l'offre et la demande qui détermine si le salaire va augmenter ou le salaire va diminuer. Et la course entre l'offre et la demande, pendant cette période-là, c'est la demande qui gagne, vous voyez? Il y a augmentation de l'offre, mais la demande, tout d'un coup, se met à exploser. Et donc, il y a augmentation. Ça, c'est l'autre explication. Et moi, je crois plus dans cette explication-là. Peut-être il y a une complémentarité entre les deux, mais disons le problème d'Acemoglu, c'est que lui, avec son effet de taille de marché, de baby-boom, par exemple, il y avait eu un exemple au début du XXe siècle où il y a eu une augmentation de l'offre qualifiée de travail et ça n'a pas conduit à une augmentation ultérieure du skill premium. C'était ce qu'on appelle le mouvement de l'éducation secondaire aux États-Unis. Dans les années 20, il y a eu un gros mouvement pour que tout le monde passe juste l'école primaire et aille dans l'école secondaire. Ça a été un mouvement qui a très rapidement augmenté la qualification des travailleurs. Et elle n'a pas été suivie, disons, de l'augmentation du skill premium. Il n'y a pas eu de changement technique biaisé vers le travail qualifié comme je l'ai décrit tout à l'heure. Donc, alors peut-être on peut dire ça s'est passé cette fois-ci et pas la fois d'avant. Il faut alors à ce moment-là expliquer pourquoi ça ne s'est pas passé la fois d'avant. Tandis que la technologie générique, eh bien, à chaque fois qu'il y a des technologies génériques, on observe l'augmentation. Ce qu'il y a eu de particulier, c'est que si vous voulez, les ordinateurs en particulier, l'installation d'ordinateurs est très intense, très intensive en travail qualifié, quoi. Pour informatiser un secteur, on a besoin de beaucoup de travail qualifié, peut-être beaucoup plus que quand il y avait l'électricité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça peut expliquer pourquoi on a eu cette augmentation. Il y a eu beaucoup plus que pour les technologies précédentes, disons, une demande relative pour le travail qualifié qui a explosé pendant la phase accélérée de la diffusion de la technologie quand il s'agit des ordinateurs par rapport à l'électricité ou à la machine à vapeur. Donc voilà, là, en tout cas, le débat est là sur ça. Mais vous voyez, c'est lié à l'innovation, en tout cas. L'explication quand même très probante, c'est qu'il y a eu accélération, disons, de l'augmentation du skill premium et que ça a à voir, d'une manière ou d'une autre, qu'on prenne l'explication d'Acemoglu ou celle en termes de technologie générique, ça a à voir avec l'innovation. Et donc, voilà, et ça permet beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un rôle pour la libéralisation du commerce et pour la désyndicalisation, mais il semble que l'idée maintenant, c'est que c'est des rôles, disons, qui sont amplificateurs, mais pas les rôles pas fondamentaux pour expliquer voilà un peu où en est le débat sur l'augmentation
d'essayer de comprendre d'où vient l'évolution des inégalités au sens large. Voilà, un petit peu, voilà la vision. Et que c'est surtout de plus en plus ce travail, parce qu'aussi il y a un autre aspect, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est le capital et le travail. Maintenant, l'inégalité est de plus en plus entre travailleurs, entre salaires de gens qualifiés et salaires de gens moins qualifiés. Où c'est davantage différence entre salaire de gens qui s'adaptent facilement à salaire de gens qui ne s'adaptent pas au changement technique. Donc, alors ce qui est très intéressant avec le changement technique aussi, c'est qu'il y a non seulement une augmentation, ce qu'on a observé, c'est pas seulement une augmentation des inégalités de salaire entre gens qualifiés et non qualifiés, mais on a aussi observé qu'au sein d'une même qualification, les inégalités de salaire augmentaient. Et ça s'explique par la chance, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle innovation, on peut avoir tous le même niveau d'éducation, mais tiens, toi, tu as de la chance, tu t'adaptes, et moi, je ne m'adapte pas. Peut-être demain, c'est le contraire. C'est moi qui vais m'adapter, toi qui ne vas pas t'adapter. Et ce facteur joue un rôle beaucoup plus important qu'avant. Mais il est à nouveau lié à la rapidité ou l'agilité d'adaptation au changement technique. Vous voyez, il est très, très lié au changement technique. Donc, comprendre cette évolution sans le changement technique, à mon avis, est très difficile. Voilà, c'est ce que je voulais... Donc ça, c'est la première partie. Il est quelle heure maintenant ? Il est, je ne vois pas, il est 36. Voilà. Est-ce que vous êtes encore en vie? Ça va? Bon, alors je vais passer à la deuxième partie, d'accord? Alors je vais passer à la deuxième partie où je parle maintenant des inégalités au sens large. Voilà, alors je passe là. Alors je fais le cours 2. Voilà, je fais affichage. Et maintenant, je vais mode lecture. Voilà. Donc maintenant, je veux regarder, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, c'est l'inégalité, c'est l'inégalité, c'est l'évolution du top 1%. Je l'ai représenté un peu différemment. Ici, c'est la courbe en rouge. La courbe en rouge représente aux États-Unis l'évolution depuis les années 80 ou même 60 de la part du revenu qui revient au 1% qui gagne le plus, d'accord? Et vous voyez, donc je reproduis, l'idée c'est que l'augmentation s'est accélérée depuis les années 80. Et le problème, c'est pourquoi ça s'est accéléré, d'accord? Et ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un facteur, ce n'est pas le seul facteur, mais il y a un facteur qui joue un rôle, c'est l'innovation. Voilà. Alors, l'innovation ici, je le mesure par le nombre de brevets. D'accord? Donc, je le mesure ici par le nombre de brevets chaque année aux États-Unis. Et on voit qu'il y a eu une accélération dans l'augmentation du nombre des brevets. Alors, vous allez me dire, mais le brevet, c'est vraiment regarder l'innovation par le petit bout de la lorgnette. J'aurais peut-être pu regarder les créations d'entreprises ou la croissance de la productivité, etc. Et on peut montrer également que, en fait, l'augmentation du top 1% est positivement corrélée avec la croissance de la productivité dans des pays frontières comme les États-Unis. Et ça, c'est une autre divergence que j'ai avec d'autres gens qui pensent que l'augmentation du top 1% est un phénomène de croissance faible. R-G, plus R-G est grand, c'est-à-dire plus G est petit, plus vous avez ça. Et moi, je pense que c'est un phénomène de croissance forte. C'est-à-dire plus vous avez de la croissance par l'innovation, plus vous avez de l'augmentation de l'inégalité au top de la distribution. Vous voyez, mais je vais argumenter mon cas, ça c'est ce que je propose, et je vais essayer de prouver mon cas, d'accord? Je suis devant un tribunal et je dois vous convaincre, voilà, avec ce que je peux, et en économie, c'est jamais parfait ce qu'on a, hein. Donc je vais essayer de vous convaincre. Pour le moment, ça ne convainc rien, parce que ce que je vous ai montré, c'est deux courbes, et elles évoluent de la même manière, mais ça peut être tout à fait une coïncidence. D'accord? Ça ne dit rien sur rien, d'accord? Mais ça vous met ce que ça fait, ce genre de choses, c'est que ça vous met la puce à l'oreille. Vous dites, ouh là là, il y a peut-être quelque chose à regarder. Hein? Donc allons regarder. Bon. Donc, question, existe-t-il un effet causal de l'innovation sur les inégalités de très haut revenu, hein, du top 1%, du top 0,1%? 1. 2. Si c'est le cas, est-ce que l'innovation diffère d'autres sources d'inégalités en haut de la distribution des revenus? Il y a peut-être certainement d'autres sources. Et quelles sont-elles? Et en quoi elles diffèrent de l'innovation? Et pourquoi c'est important de savoir que l'innovation est une source différente des autres? D'accord? Et puis, troisièmement, est-ce que l'innovation améliore ou réduit la mobilité sociale? Puisque finalement, moi, je m'intéresse à la croissance et à la mobilité sociale avant tout. En tout cas, on peut penser que déjà ça serait bien. Si en France, on pouvait augmenter, vous avez vu quel niveau faible de mobilité sociale nous avons en France. Comme vous le savez, la croissance, c'est pas génial. Et si on pouvait augmenter l'un et l'autre en même temps, qu'est-ce qu'on serait content, hein? Voilà. Donc, je vais me poser un peu ce genre de questions. Donc, je vais d'abord regarder à partir de données américaines, d'accord?
Donc ça, c'est basé sur un travail que je fais notamment avec Richard Blandel, qui est le meilleur économètre sur microdonnées. Il sera sûrement prix Nobel un jour. Il est à University College London. Il est formidable, on fait beaucoup de choses. C'est avec lui que j'avais travaillé sur la relation entre, j'en avais parlé l'an dernier, entre innovation et concurrence, entre croissance par l'innovation et concurrence. Et puis, j'ai d'autres auteurs. Ufuk qui est un jeune. Ufuk, je vous en ai parlé la dernière fois quand j'ai montré les données historiques sur l'innovation aux États-Unis. C'était Ufuk qui était avec ses co-auteurs. Et puis, j'ai un étudiant à moi donc Ufuk était mon étudiant. David Emous est mon étudiant. Il est maintenant à Zurich. Et Antonin est mon étudiant maintenant. Il est encore. Et voilà, on travaille. Mais voilà, ça, c'est un peu les générations. Vous voyez, c'est ça qui est bon en économie. C'est qu'on voit un peu les générations. Hein. Donc, voilà. Blandel n'était pas mon étudiant. Blandel est plus âgé que moi. Mais je n'étais pas son étudiant non plus. Alors je vais regarder la stratégie empirique. En fait, ce que je vais regarder, c'est au niveau des États américains, parce que je ne veux pas qu'on me dise, j'ai commencé à le faire entre pays, et j'avais les mêmes choses. Mais d'un pays à l'autre, on peut me dire, oui, mais vous savez, la France, c'est la France, l'Italie, c'est l'Italie, etc. Donc, si je fais entre États américains, j'ai moins de chances qu'on puisse me faire cette critique, d'accord ? Donc, je regarde entre États américains, et je sais pour chaque État américain, chaque année, quelle est la part du revenu du top 1%. Je connais l'inégalité au sens large dans cet État, et je connais aussi le niveau de, si vous voulez, l'intensité d'innovation, l'intensité de brevets, voyez, ou la qualité des brevets. Donc, je peux mesurer l'innovation, vous voyez. Alors là, je le fais en retardé. Je dis, voilà, je vais regarder, faites pas attention au log, hein, ça, c'est pas du tout. Je vais regarder une mesure d'inégalité dans l'État I au temps T, à l'année T, hein, ça peut être le Mississippi en 2005, d'accord ? Et en fonction, disons, de l'innovation qu'il y avait dans le Mississippi 2 ans avant, et puis là, je corrige pour le fait que le Mississippi est le Mississippi, et je corrige pour le fait que 2005, c'est 2005, d'accord ? Voilà, donc, comme ça, voilà, ne vous embêtez pas avec ça. Et là, je contrôle pour d'autres choses, la population, voilà. C'est ce qu'on fait en général quand on fait un exercice économétrique de ce genre, d'accord ? Et donc, ce que je veux, moi, simplement, c'est regarder l'influence de l'innovation sur l'inégalité. C'est tout bête, vous voyez ? Et en comparant, mais je prends tous les États américains au cours du temps, vous voyez ? Donc, voilà. Et comme je contrôle pour ce qui est l'État, en fait, je compare l'État à lui-même une autre année, en fait, vous voyez, essentiellement. Je fais ce qu'on appelle du panel, d'accord ? Voilà. Alors, les données d'inégalité, elles viennent de Saez, Piketty, Frank, et donc ils vous donnent chaque année, dans chaque État, la part du revenu du 1% le plus riche, du 0,1% le plus riche, du 10% le plus riche, etc., d'accord ? Mais ça va me donner, mais j'ai d'autres données pour les autres mesures d'inégalité, donc ça, j'ai pour ça. Et puis, alors, la mesure d'innovation, je sais qu'il y a ce qu'on appelle le US Patent Office, c'est-à-dire que toute innovation qui se respecte, en général, aux États-Unis, eh bien, on dépose une demande au US Patent Office. Et ce qui est très bien, c'est que les brevets délivrés par ce Patent Office vous donnent plein d'informations. Elles vous donnent l'état de résidence du dépositaire, la date de dépôt du brevet, et elles vous donnent aussi les brevets qui citent les brevets précédents. Donc vous savez si le brevet va être très cité ou pas cité, ou s'il va citer d'autres brevets ou pas. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous donne une mesure de qualité du brevet. Vous voyez, un brevet, par exemple, moi je fais une invention qui intéresse personne ne va me citer. C'est comme les papiers de recherche. Ce qui compte, ce n'est pas juste le nombre de papiers que vous écrivez, c'est les citations, et d'être cité par des gens qui eux-mêmes sont très cités. C'est comme ça qu'on voit l'impact, vous voyez, dans la science. Mais c'est pareil pour les brevets. Voilà. Si vous êtes cité par pas mal de gens qui sont très cités, etc., c'est bien, ça veut dire que vous avez fait un travail de qualité, vous voyez. Si personne vous cite, c'est que votre truc n'est pas intéressant. Alors, donc on regarde le nombre de brevets comme mesure d'innovation, mais on regarde aussi le nombre corrigé par les citations. Là, il devrait y avoir un S dans les 5 ans suivant le dépôt, et le nombre de brevets ou bien sinon le nombre de brevets parmi les 5% les plus cités. Donc ça, je peux regarder aussi. Si par exemple un État, chaque année, combien de brevets il a parmi les 5% les plus cités ou parmi le 1% le plus cité chaque année. Donc c'est différentes mesures d'innovation. Alors pourquoi on pense que l'innovation a un rôle ? Parce que j'ai ma théorie schumpeterienne dont je vous ai parlé la dernière fois. Vous voyez, j'ai ma théorie schumpeterienne que la croissance est due à l'innovation. L'innovation génère des rentes dues aux nouveaux produits ou processus de production qu'elle génère. Et la perspective de ces rentes motive les investissements dans l'innovation. Et donc, c'est normal, je veux dire, j'innove, j'ai des bonnes chances de monter dans la hiérarchie des revenus, quoi. C'est tout bête, hein. Et donc, Monsieur Skype est actuellement l'homme le plus riche de Suède. Et avant, c'était Wallenberg, quoi. Et Monsieur Skype, il y a 20 ans, n'existait pas.
Donc c'est intéressant. C'est une source certainement, on voit bien que c'est une source, on va le montrer de manière plus rigoureuse, que l'innovation est une source de revenus. On voit d'ailleurs, si vous regardez aux États-Unis, vous pouvez regarder aussi le nombre d'innovateurs qu'il y a parmi les fortunes qui se sont faites. Et il y a beaucoup d'innovateurs. L'Oréal, ça a été un innovateur au départ, hein, le père de Madame Bettencourt. Voilà. Alors, donc si je regarde maintenant, je fais d'abord une régression très simple, où simplement je regarde la corrélation entre mesures d'inégalité et mesures d'innovation. Et je ne veux pas vous parler des tables et je vois qu'en fait, si vous voulez, il y a une forte corrélation. Les États qui innovent plus, l'année où ils innovent plus, ben on voit plus d'augmentation de salaire, d'augmentation de la part du top 1% cette année-là. Donc dans les endroits où on innove plus, la part du top 1% augmente plus, quoi. Voilà ce que ça montre, cette table. Donc il y a une corrélation. Maintenant, on pourrait dire ça peut être une coïncidence. Il peut y avoir peut-être un facteur qui détermine à la fois qu'il va y avoir plus d'innovation et qu'il va y avoir une augmentation des inégalités plus forte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une corrélation que je montre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, pour établir que c'est une corrélation, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, ce qui est intéressant également, si je regarde des mesures d'inégalité plus larges, je vois que l'innovation n'est pas corrélée au Gini, par exemple. Le Gini, c'est une mesure plus large, c'est une mesure d'écart à l'égalité globalement dans l'économie. Eh bien là, on voit que l'innovation n'a pas l'air d'être très corrélée avec une mesure plus globale. Et la raison que je pense, moi, c'est parce que l'innovation, elle a deux effets contraires sur l'inégalité globale. D'un côté, elle augmente l'inégalité au top, mais de l'autre côté, l'innovation augmente la mobilité sociale. Or, on sait que l'inégalité sociale a tendance à être, par le Gatsby le Magnifique, corrélée négativement à l'inégalité globale. Donc, vous avez ces deux forces qui s'annulent quelque part. Et c'est pour ça que l'innovation, en fait, n'a pas vraiment d'effet sur l'inégalité globale. C'est intéressant. Donc, c'est quand même une chose intéressante, l'innovation. C'est vrai que ça augmente l'inégalité en haut, mais on va voir tout à l'heure que ça augmente la mobilité sociale et que ça n'affecte pas l'inégalité au sens large. Donc c'est intéressant. Hein. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer aux instruments. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail des instruments. Quand vous avez pour le moment une corrélation. Mais pour savoir si c'est vraiment une causalité, vous cherchez une source indépendante de variation du terme à droite. Vous voyez, vous avez votre régression, et vous cherchez une source indépendante de variation de l'innovation qui n'ait d'effet sur l'inégalité que parce que l'innovation affecte l'inégalité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cherchez une source indépendante qui varie l'innovation. Alors là, il y en a une, c'est la politique qui vous le donne. C'est qu'aux États-Unis, vous avez au Sénat et à la Chambre des représentants ce qu'on appelle des appropriation committees. Vous avez des comités qui répartissent de l'argent fédéral entre les États. Mais elles ne vont pas le répartir également. Elles vont à des projets. Mais en général, ce qui se passe, c'est que si j'ai un sénateur de l'Alabama qui rentre dans ce comité, eh bien, à tous les coups, les subventions vers l'Alabama vont augmenter. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il veut être réélu sénateur dans l'Alabama. Et donc, il va favoriser son État. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient ou qu'on ne devient pas? C'est un processus très compliqué aux États-Unis. Il y a les morts. Il faut qu'il y ait une répartition régionale des membres des comités. Et en général, quand il y a un mort du côté d'Alabama, du Mississippi, il va être remplacé par quelqu'un de cette région-là ou du même parti. Vous voyez, et disons que le fait que les gens meurent ou pas, c'est assez exogène. Voilà. C'est quelque chose et c'est ça qui fait qu'on est remplacé. Mais on voit que dès que quelqu'un rentre dans le Appropriation Committee, tout d'un coup, ça favorise les dépenses de recherche et d'éducation vont augmenter dans cet État. Et ça va augmenter l'innovation. C'est une source indépendante d'augmentation de l'innovation. Et donc, on montre que cet instrument marche bien. C'est-à-dire que j'ai une source de variation et je montre que ce que je fais, c'est que j'instrumente mon innovation par ce changement exogène et je montre que ça a un effet sur l'inégalité de revenus parce que ça a un effet sur l'innovation. Voilà. Et du coup, je montre qu'il y a une causalité. Vous voyez, sinon, je n'avais qu'une corrélation. Et on montre effectivement qu'il y a une causalité de l'innovation vers l'inégalité de revenus en haut de la distribution. Et donc ça, c'est très intéressant. On montre même que quand on tient compte de cet instrument, eh bien, les coefficients augmentent. C'est-à-dire qu'il y avait probablement une corrélation par hasard qui allait dans le sens contraire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc c'est très intéressant parce que maintenant, on a une conviction que c'est une relation causale de l'innovation vers l'augmentation des inégalités. Donc ça, c'est très intéressant. Et on peut représenter, vous voyez, c'est très intéressant parce que je peux représenter l'évolution
je peux représenter, vous voyez, l'évolution, comment le top 1%, la part du revenu du top 1% change quand je passe de moins innovant à plus innovant. Donc là, je place différents états à différentes années. Tu peux avoir le même état là une année, ou qui retombe là. Vous voyez, il y a des années où on est très innovant, des années où on est moins innovant. Donc ça, c'est des étapes. Chaque année, un état chaque année est un point de ce côté-là. Et on voit que plus on est innovant, plus un état est innovant, eh bien plus la part du top 1% dans cet état est élevée. Alors que si vous regardez le lien entre le degré disons d'inventivité de l'état et le Gini, c'est-à-dire ça c'est la distance à l'égalité parfaite quand on enlève le top 1%, le Gini 99, on voit qu'il n'y a aucun effet. Donc on voit à nouveau que, et là c'est vraiment avec l'instrument, on voit qu'il y a un effet causal de l'innovation vers l'inégalité en haut de la distribution, mais qu'il n'y a pas d'effet causal de l'innovation sur l'inégalité au sens large. Donc ça c'est très intéressant. Alors après, ce qu'on peut regarder, c'est la mobilité sociale. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'étude de Chetty qui regardait la mobilité sociale entre zones communales aux États-Unis, d'accord, et entre municipalités américaines. Et donc, donc, on a différentes mesures. Par exemple, le P1,5, c'est la probabilité que l'enfant soit dans le quintile supérieur de la distribution des revenus, dans les 20% qui gagnent le plus, si les parents sont dans le quintile minimal, c'est-à-dire dans les 20% qui gagnent le moins. Et où il y a différentes autres mesures de mobilité, mais on voit qu'elles sont toutes corrélées. Ça, c'est la probabilité qu'on reste comme avant, donc ce n'est pas une mesure de mobilité, ça. On voit que toutes les mesures de mobilité-là sont positivement et significativement corrélées avec l'innovation. Et c'est très intéressant parce que l'innovation, en fait, eh bien, elle augmente la mobilité sociale. Et pourquoi elle augmente la mobilité sociale? Parce que l'innovation, elle est liée à ce qu'on appelle la destruction créatrice. Je vous en avais parlé la dernière fois. L'innovation, c'est le remplacement de l'ancien par le nouveau. C'est des nouveaux qui arrivent pour remplacer des anciens. Ben, ça, c'est une force formidable de mobilité sociale. Vous voyez, ça, et en fait, on peut le montrer de manière encore plus intéressante. On peut montrer que c'est l'innovation par ceux qui innovent seulement maintenant pour la première fois qui est corrélée avec la mobilité sociale. L'innovation de ceux qui innovent depuis longtemps, celle-là n'est pas très corrélée avec la mobilité sociale. C'est l'innovation des entrant innovators, de ceux qui commencent à innover maintenant. C'est vraiment les nouveaux entrants qui créent la mobilité, vous voyez. Et tout ce qui empêche l'entrée réduit cette relation, vous voyez. C'est-à-dire, donc, les barrières à l'entrée, c'est pas bon du tout, parce que ça réduit l'aptitude qu'a l'innovation de créer de la mobilité sociale. Donc, voilà donc, c'est intéressant parce que ça vous dit que finalement, eh bien, l'innovation, elle a des qualités très intéressantes. L'innovation, elle augmente l'inégalité en haut de la distribution, mais elle augmente la mobilité sociale et elle n'augmente pas l'inégalité globalement. Voilà. Donc ça, c'est une chose que... Alors, on peut regarder aussi, d'autres... là, c'est toutes les mesures de qualité. J'avais regardé le nombre de brevets, mais je peux regarder aussi les citations. Ça, c'est une mesure de qualité des brevets qui vient de l'OCDE. Donc, que ce soit la quantité de brevets ou la qualité des brevets, elle est corrélée avec l'inégalité en haut de la distribution des revenus. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et celle-ci, ça vous donne... ça, c'est une autre mesure qui vous dit que l'innovation... Là, ici, j'avais fait une régression disons, je regardais comment l'innovation, il y a deux ans, affecte l'inégalité aujourd'hui. Mais je peux autoriser l'innovation cette année, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Je peux tous les mettre. Et en fait, quand je les mets tous, eh bien, ceux qui sortent, c'est jusqu'à 4 ans. À partir de 5 ans, 6 ans, l'innovation, il y a longtemps, ne joue pas. Et ça, c'est très intéressant parce que l'innovation, qu'est-ce qui se passe avec l'innovation? C'est que, comme il y a la destruction créatrice, essentiellement, vous innovez, mais à un moment donné, vous êtes imité. Et après, quelqu'un fait mieux que vous. Donc, l'innovation, ça vous donne des rentes, mais temporairement. Voilà. Et on retrouve cette idée des rentes temporaires. C'est vrai que ça augmente la part du top 1%, l'innovation, mais temporairement. Alors que d'autres sources d'inégalité en haut de la distribution sont pas, elles, peut-être permanentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu, on est vraiment c'est vraiment la vision schumpeterienne de la relation entre croissance, entre innovation et inégalité en haut de la distribution des revenus. Ce que je veux dire maintenant, c'est la chose suivante. Donc, l'innovation, qu'est-ce qu'on dit? On sait qu'elle produit de la croissance. Je vous l'ai montré la dernière fois. Je vous ai montré sur les données historiques américaines la relation entre innovation et croissance.
et plein d'études le montrent sur des données contemporaines, mais on voit aussi que l'innovation accroît les inégalités des hauts revenus temporairement, elle accroît la mobilité sociale, destruction créatrice, et elle n'accroît pas les inégalités au sens large. Donc c'est intéressant l'innovation. C'est quelque chose que je devrais bien aimer, vous voyez. Je ne devrais pas la décourager, quoi. Hein. C'est un cheval fougueux, mais c'est un cheval sympa quand même, vous voyez. Il me donne des bonnes choses, vous voyez. Voilà. Maintenant, il y a des mauvais chevaux, vous voyez, des mauvais, disons, facteurs d'inégalité de revenus. Il y a le lobbying, par exemple, ou les barrières à l'entrée. Alors, on peut mesurer le lobbying aux États-Unis parce qu'on sait chaque secteur combien il dépense. Il y a eu des études très récentes qui montrent chaque année combien chaque secteur dépense pour avoir des faveurs gouvernementales. Et pourquoi tu veux avoir des faveurs gouvernementales? Pour empêcher l'entrée de nouveaux, évidemment. Hein, et donc, évidemment, il y a beaucoup de lobbying aux États-Unis. Par exemple, vous connaissez le lobbying sur le climat. Une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont tellement traîné les pieds, maintenant ça va mieux, mais avec le climat, c'est parce que le consortium pétrolier était très très puissant aux États-Unis. Avant, vous avez eu le tabac. Ça a pris des années avant qu'on rende plus difficile de fumer dans les lieux publics aux États-Unis, parce qu'il y avait des campagnes et un lobbying d'enfer par les producteurs de cigarettes. Bon. Donc je ne vais pas revenir. Donc si vous voulez... en fait, le lobbying, on peut montrer que ça accroît aussi les inégalités des très hauts revenus. Si j'ai par exemple un monopole et que ça me donne une source de revenus, et là je parle toujours de Carlos Slim. Je pense qu'un jour Carlos Slim, au Mexique, je vous en avais parlé la dernière fois, de Carlos Slim, c'est l'homme le plus riche. Il est devenu très riche parce qu'on a privatisé les télécoms du Mexique, et c'était un monopole très peu régulé. Et M. Carlos Slim, moi je me rappelle quand j'étais marié à quelqu'un du Mexique, une Mexicaine, c'est pas pour ça que j'ai divorcé, c'est pas du tout à cause de Carlos Slim et du prix des communications. Peut-être, c'est pas ça qui a introduit la communicabilité dans le couple, pas du tout. C'est que je devais penser 10 fois plus que pour donner un coup de téléphone aux États-Unis ou n'importe où. Donc à chaque fois, ce salaud, il se prend les 9/10 là, de ce que ça me coûte. Bon, voilà, ça c'est pas génial comme source de très haut revenu. Et il y a cette source de très haut revenu. On peut montrer que ça accroît les inégalités au sens large, le lobbying, que ça réduit la mobilité sociale et que ça réduit en fait la croissance puisque ça met des barrières à l'entrée de nouveaux innovants. Donc ça, c'est le truc que vous ne voulez pas, évidemment. Hein, là, aux États-Unis, je montre là le lien entre le lobbying. Je crée des mesures au niveau des États parce que je connais le lobbying pour les secteurs aux États-Unis, nationalement. Mais je connais dans chaque État, chaque année, quelle est la composition des différents secteurs. Donc, je peux construire une mesure par État et par année, disons, du lobbying moyen dans l'État. Vous comprenez? Si, par exemple, l'État est composé beaucoup d'industries pétrolières et qui lobby comme un malade au niveau national, ça me donne un indice qu'il y a beaucoup de lobbying dans cet État, vous voyez? Donc, je construis une mesure qui varie avec le temps et État par État du lobbying. Et je vois que là où il y a le plus de lobbying, eh ben, il tend à y avoir plus la part du top 1% augmente, donc c'est une autre source de top 1%, mais on voit que elle, si je regarde le Gini, là j'ai fait des bêtises, si on regarde le Gini, eh bien on voit que là aussi, si je devais tracer une droite, elle augmenterait, alors qu'il n'y a pas de lien vraiment avec le Gini et l'innovation, il y a un vrai lien entre le Gini et le lobbying. Et on pourrait regarder d'autres mesures de barrière à l'entrée. Et si je regardais croissance, eh bien, lobbying a une corrélation négative avec la croissance. Donc, si vous voulez, le résultat des courses, c'est que l'innovation est une source d'inégalité en haut, mais l'innovation n'accroît pas les inégalités au sens large, elle augmente la mobilité sociale, alors qu'il y a d'autres sources d'inégalités en haut, notamment le lobbying ou tout ce qui est barrière à l'entrée, qui réduit la mobilité sociale, qui réduit la croissance et qui augmente les inégalités au sens large. Donc si vous deviez avoir un système intelligent d'imposition, il devrait permettre de distinguer entre l'innovation et le lobbying. Vous voyez, vous ne pouvez pas traiter de la même manière toutes les sources de 1%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être redistributif, avoir un impôt progressif, mais on reviendra sur ce point tout à l'heure, mais c'est important de distinguer entre différentes sources de top 1%. On ne peut pas simplement dire qu'il y a l'inégalité, et moi je sors de mon chapeau une révolution fiscale, et l'innovation, je m'en tape, je ne fais aucune différence entre telle source et telle source et telle source. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas raisonner comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon point, et voilà, un petit peu de ce que cette analyse suggère. Alors, je vous avais promis, il est quelle heure là maintenant? Il est déjà 3 heures. Est-ce que vous me laissez maintenant vous parler du prix Nobel? Bon.
Eh bien voilà, c'est très émouvant parce que à chaque fois que je vous dis ça, je vous ai sorti la même chose l'année dernière, ceux qui étaient là. Vous allez me dire, mais chaque année c'est un co-auteur. Mais c'est vrai, c'est la 3e année consécutive que c'est un co-auteur qui gagne le prix Nobel. Voilà. Mais disons que, voilà, Oliver Hart, ça a été une très grande aventure. Il a été en fait de facto un de mes directeurs de thèse et il a vraiment fait quelque chose que très peu de gens ont fait, que je connaisse. C'est-à-dire qu'il a trouvé un nouveau paradigme. Et et c'est le paradigme des contrats incomplets. Il a essayé de comprendre pourquoi il y a des firmes qui sont verticalement intégrées. Par exemple, je peux demander à François Xavier, qui est là, voilà, je pourrais dire, François Xavier, tu travailles pour moi, tu fais quelque chose, mais tu n'es pas intégré, tu es un indépendant. Ou je peux décider que François Xavier est un employé, ou lui décide que je suis son employé, d'accord? Et là, on est intégré dans la même firme. Qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on va être indépendant, travaillant en contrat, mais sans être la même boîte, ou qu'on est la même firme? Et Oliver Hart a eu l'idée importante des contrats incomplets avec Sandy Grossman, mais Grossman a arrêté de travailler, il s'est mis à faire de l'argent, tandis qu'Oliver a accepté, il a voulu faire de la recherche toute sa vie, donc maintenant il est récompensé. Donc c'est l'idée des contrats incomplets, et l'idée c'est la chose suivante en gros, c'est de dire voilà, dans la réalité, il y a beaucoup d'états de la nature. Quand on écrit un contrat avec quelqu'un, il y a beaucoup d'états de la nature possibles. Si on pouvait écrire des contrats complets, on pourrait dire, voilà, si il fait beau, je fais ça, s'il fait pas beau, il se passera ci, si telle contingence se passe, on fera telle chose. Et à ce moment-là, c'est des contrats complets, parce qu'ils vous disent dans chaque état de la nature ce qui doit se passer. Mais il y a le fait qu'il y a des états de la nature qu'on ne peut pas décrire à l'avance, qu'on ne peut pas prévoir. Donc, quand on est dans une situation comme ça, eh bien, on dit, je ne peux pas dire, fais ci, dans telle situation, fais ça, mais à ce moment-là, je vais dire, voilà, tu vas prendre le contrôle, et c'est toi qui vas décider ce qui va se passer. Voilà. Et donc, ça, c'est la théorie de la propriété. Si, par exemple, j'ai une firme intégrée, eh bien, je peux dire à François Xavier, c'est moi qui vais décider ce qu'il va faire. Si lui est indépendant, c'est lui qui va décider. Et donc, on est dans une situation où on ne peut pas décrire les états à l'avance, la gouvernance qui décide devient très important. Quand on peut tout décrire à l'avance, le contrôle n'a aucune importance, puisque le contrat vous dit tout. Le contrat dit, dans telle idée, on appuie sur tel bouton, dans telle autre situation, appuie sur tel bouton. Quand on ne peut pas décrire les états de la nature, eh bien, on a la théorie du contrôle. Et donc, il a dit, voilà, si je suis intégré, moi, évidemment, je contrôle plus et j'ai plus d'incitation à investir, mais évidemment, François Xavier en aura moins. Si c'est François Xavier qui contrôle, lui aura plus d'incitation à investir, moi, j'en aurai moins. Et si on n'est pas intégré du tout, tous les deux, on aura des incitations médianes. Et ils ont une théorie des coûts et des bénéfices de l'intégration verticale, et ils peuvent parler de la taille des firmes. C'est une théorie de la taille des firmes basée sur les contrats. Mais on peut regarder des contrats où on regarde aussi l'organisation interne des firmes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec Tirole. D'ailleurs, il y a toujours une blague parce que c'est le papier le plus cité de Tirole, mais ce n'est pas mon papier le plus cité. Ça s'appelle Real and Formal Authority in Organizations, et où on utilise la théorie des contrats incomplets pour analyser, disons, comment on délègue le contrôle à l'intérieur d'une entreprise. Voilà. Mais on peut l'appliquer aussi aux décisions financières des entreprises. Vous vous financez par dette, c'est vous qui contrôlez tout. Mais, sauf si vous allez en faillite, et à ce moment-là, c'est les créditeurs qui prennent le contrôle. Mais si vous vous financez par action, les actionnaires, ils ont leur mot à dire tout le temps. Vous pouvez aussi vous financer par des actions sans vote. Alors, c'est vous qui avez tout le temps vos mots à dire. Mais à ce moment-là, peut-être que les gens ne marchent pas parce qu'ils se disent « j'y perds ». Et donc, on peut faire toute une théorie du financement de l'investissement des entreprises à partir des droits de contrôle. Et c'était cette approche-là que Hart a développée. Mais c'est un nouveau paradigme. Alors, chaque fois qu'on fait un nouveau paradigme, il a été critiqué et il a fallu le défendre, etc. Et ça a été une longue aventure. Et je sais que chaque année, Oliver était désespéré parce qu'il pensait qu'il ne serait jamais reconnu, etc. Et là, pour moi, qu'il soit reconnu, voilà, ça a été quelque chose d'important. Si j'ai pu aider à ça et contribuer à ce processus, je serais ravi. D'autres également, évidemment, plein d'autres ont contribué. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a introduit une idée nouvelle. Et quand on introduit une idée nouvelle, vous êtes attaqué, vous êtes très attaqué. Il faut vraiment vous bagarrer, quoi. Et c'est une bagarre pour lui. Le premier papier était en 86, donc c'est une bagarre de 30 ans. Pour être finalement reconnu pour cette chose. Holmström a fait de très beaux modèles, où il a utilisé le modèle d'aléa moral, mais je dirais qu'il y a moins, à mon avis, je pense que l'innovation kuhnienne, disons, est plus grande chez Hart. Hart, il a vraiment introduit un nouveau paradigme, une nouvelle manière de raisonner, quoi. Et il y a très peu de je ne connais aucun microéconomiste qui ait fait ça de vivant comme Hart l'a fait, quoi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'absolument exceptionnel, très modeste, voilà, vraiment un type formidable.
J'ai eu au téléphone hier, il pleurait, enfin c'était vraiment super, quoi. C'est vraiment génial. Voilà, c'est un moment pour moi, voilà, je vais me mettre à chialer, mais je n'ai pas envie de chialer, donc je préfère arrêter et on reprend dans 5 minutes. Voilà.